Bonjour et bienvenue à l'atelier pour cet épisode 12 du couple moderne. On est dimanche, j'avais bien suivi la météo, pas de problème, la vague de froid est terminée, c'est dégel. Finalement, on va quand même fermer la porte.
faut que je me réusine des cales à la CNC, parce que là, je suis obligé de coller manche par manche. Le manche pour gaucher étant collé, on met au collage le second manche, celui pour droitier, c'est-à-dire le bleu, et à nouveau 24 heures de séchage. Mais on va, en attendant, travailler sur le manche de gaucher. Donc notre manche de gaucher est collée. Alors là, on aura bien les side dots de ce côté-là, les 4 et 2 dans ce sens-là. Je ne me suis pas trop gouré sur celui-là, sauf pour un truc. C'est là que je me suis dit, tiens, je vais faire une petite déco, on va faire une fine arête comme ça. Sauf que cette arête-là, je vais être obligé de la poncer au moins jusqu'ici, parce que j'ai complètement pas pensé au fait que il y aurait les mécaniques de ce côté-là. Et donc cette arête, elle va gêner pour la pose des mécaniques. Donc au ponçage, il faudra que j'élimine au moins de là à là, quoi. Ici, ça devrait être bon, mais là, ça va être trop près, et là, ça va être trop près. Bon, un peu de ponçage. D'ici là, comme d'habitude, un petit peu de sculpture pour enlever ces deux arêtes-là. On va faire ça tranquillement avec les outils de sculpteur et à l'étau. Et puis après, racloir, ponçage, avant la pose des frettes. La jonction tête-manche, c'est fait. Là, j'ai un petit peu poncé de manière à laisser de l'espace pour poser les mécaniques, puisque ce truc-là, ça allait jusqu'au bout, donc là, c'est redevenu plat. J'ai passé un coup de racloir, et puis là, évidemment, on attaque le ponçage. Comme d'habitude, avec beaucoup de grains, puisque je veux un état de surface quasiment parfait avant de passer l'eau d'Isoil. C'est de l'érable sycomore de chez Maréchaux, et c'est vraiment un bois que j'aime beaucoup. C'est un bois blanc, c'est pas du bois exotique, mais il se travaille super bien. Et évidemment, on peut teinter, mais la simple légère coloration de l'eau d'Isoil, ça lui amène vraiment du cachet, quoi. Moi, je les mets un peu plus hautes parce que quand je les mets trop basses, tu vois, celle-là, comme elle est bien basse, t'as mesuré à combien déjà 0,8. Oui, 0,8. Voilà, là tu vois, quand elle est à 0,8, moi elle passe en dessous la corde et elle me gêne. Si celle-là c'était la mienne, je la remonterais un poil parce que. Alors voilà, il faut que l'action soit basse, mais pas trop, mais basse quand même, mais pas partout. Bon,
Heureusement, JS, il a des idées, il réfléchit, il a des idées, et donc il m'en a soumis une. Il y a une technique qui existe, qui consiste, vous l'avez déjà vu sur certaines chaînes, je pense, à mettre du ruban de masquage, soit sur la 12, soit sur la 18, pour, quand on fait la planéité avec la cale à poncer, donner un petit angle sur les frettes au-delà de la 12 ou au-delà de la 18. Alors cette technique-là, elle ne me plaît pas beaucoup parce que si on veut avoir par exemple une différence de 0,5 mm, on va se retrouver avec être obligé de manger énormément de matière sur les frettes 20, 21, 22 jusqu'à 24. Et non seulement, évidemment, ça vient de la cale à poncer, bien sûr. Donc non seulement, évidemment, il faut refaire le profil des frettes, c'est long, et puis les frettes, on a bouffé la moitié du métal, quoi. Donc JS, il a eu une autre idée, il a dit, et si on mettait des frettes différentes, c'est-à-dire une certaine hauteur de frette jusqu'à la 12, une deuxième hauteur de frette de la 12 à la 18, par exemple, et une troisième hauteur de frette au-delà de la 18. Alors j'ai regardé un petit peu ce que j'avais en stock. J'ai bien de la Boston qui fait 1,5 de hauteur. J'en ai aussi qui fait de la 1,3. Et pour la troisième frette, le problème c'est que j'ai de la 0,9, donc ça va faire quand même un gros écart. Et puis en plus, les fabricants, eux, c'est des méthodes industrielles, hein, c'est-à-dire que les 0,9, elles n'existent pas en 3 mm de large, elles existent qu'en 2 mm de large. Alors que les deux premières, la 1,5 et la 1,3, elles sont bien à 3 mm de large. Donc ce sera, 3 et 2,9 je crois. Donc ce sera parfaitement cohérent le long du manche, alors que là, si on arrive avec des frettes qui passent de 2,9 à 2 mm de largeur, ça va pas être terrible. Donc j'ai décidé d'en utiliser que deux. Il y aura bien la 1,5 jusqu'à la frette 12, et à partir de la 12, la 1,3. Mais pour gagner encore un petit peu, alors ce que j'ai fait aussi, c'est que en faisant mon profil de touche sur ordinateur, vous savez que c'est des touches composées 12 à 16, en fait, j'ai fait aussi varier l'épaisseur de la touche. C'est-à-dire que l'épaisseur de la touche, elle est constante à 6 mm de la frette numéro 1 jusqu'à la frette 12, et après, il y a une légère pente qui l'amène comme ça, petit à petit, à 5,7. Donc on aura, mettons qu'on fasse une action à 0,8, on aura bien l'action à 0,8, sauf que du fait de la combinaison de la légère pente, puisque la touche est plus mince, et du changement de fret, on obtiendra bien un delta de 0,5, c'est-à-dire qu'on aura 1,3 au lieu d'avoir 0,8 sur les frettes les plus proches du corps de la guitare. Voilà l'idée, on n'a plus qu'à s'y mettre. Bon, quitte à préparer des frettes, on va préparer pour les deux manches en même temps. C'est le début de la taylorisation, ça. L'usine, la mine. Voilà, on a nos frettes jusqu'à la 12, avec donc de la frette qui fait 1,5 mm de hauteur par 3 de large. Et on passe à la deuxième référence, qui elle fait 1,3 mm par 2,9 de large. J'ai vu beaucoup d'outils, et puis aussi de systèmes à base de Dremel et autres sur internet pour enlever
la petite partie qui permet de mettre des frettes non traversantes. Comme je mets des frettes non traversantes depuis le début, moi j'ai juste acheté à l'époque un Summit et qui fait le job nickel. Voilà quoi, j'ai pas du tout à m'en plaindre. Voilà, on a terminé notre tapis de fakir. Et donc avant de poser les frettes, il y a 3 petites opérations avec 3 outils différents. La petite scie japonaise Osco, c'est pour ici refendre, puisqu'il y a le bout et ici il y a les 2 bouts des cure-dents de placement. Donc on va juste refendre. Ensuite on va ouvrir légèrement toutes les frettes avec une simple tire-point. Et on va finir le nettoyage avec cet outil-là, accroché, pour être sûr qu'il n'y ait plus de saleté au fond des gorges des frettes. D'une manière générale, quand on a comme ici, fait à la CNC, du non-traversant, ou bien si on a posé un binding, pour toutes ces petites étapes-là, ça consiste à travailler moitié, puis moitié. Ça évite les faux mouvements, ça évite de casser tout simplement ici. Là, il y a moins d'1 millimètre, hein, bien sûr. On pourrait se dire que théoriquement, la profondeur qui suit en plus le radius est nickel. Sauf que je mets toujours un petit peu plus de profondeur à l'usinage pour tenir compte du ponçage. Et la contrepartie, c'est que on veut surtout pas sur un manche qu'il y ait un vide entre le bas de la frette et le fond de la fente du fret slot. Pourquoi ça? Parce que ce vide ferait un petit peu résonance et on veut vraiment qu'il n'y ait pas ce risque. Donc l'idée c'est de remplir avec un liquide. Je vais utiliser de la colle à bois normale. C'est pas pour coller les frettes bien sûr, puisque une frette en métal ça se colle pas avec de la colle à bois. C'est tout simplement parce que comme elle va se solidifier au fond, elle va remplir ce vide s'il y a un vide. Et le truc le plus précis que j'ai trouvé pour cette opération, c'est juste une seringue qu'on remplit donc de colle blanche, colle à bois.
voyez, je ne cherche pas à enfoncer la frette au marteau. Je veux juste la bloquer, tout va se faire après, à la presse. Après, ce que je fais, c'est dès que j'en ai fait 3, je presse et je vais utiliser un fret rocker traditionnel pour vérifier s'il faut remettre un petit coup ou pas. Toutes ces étapes-là qui peuvent sembler un petit peu longues, c'est de l'économie quand on va faire la planéité. Un autre avantage de la colle blanche, c'est quand on voit que ça déborde partout, c'est que la frette est bien posée. Ça sert de repère comme ça. Pas besoin d'insister plus que ça. Hop. On nettoie avec de l'essuie-tout légèrement humidifié. Et on regarde comment ça se passe. Par exemple, là on voit que celle du milieu, on a un roc, donc on retourne y mettre un petit coup. Et on continue comme ça, donc je ne vais pas vous ennuyer jusqu'à la fin, on se retrouve une fois que toutes les frettes sont posées. Donc je résume. On a une touche qui fait 12, 14, 16. De là à là, elle fait 6 mm. Et là, il y a une pente qui l'amène de 6 mm à 5,8, 5,7 ou 5,8, je me souviens plus. Et en termes de fret, de là à là, ce sont des frettes de 1,5 mm de hauteur, et ça, c'est des frettes de 1,3 mm de hauteur. Voilà l'idée mise en pratique de JS. Bon, la bonne nouvelle, c'est que elles sont un peu moins polies, mais de toute façon, on va tout repolir, donc c'est pas gênant. La différence entre 3 mm et 2,9, franchement, elle se voit pas. On va voir si ça fonctionne. Les side dots se voient un petit peu mieux avec le bleu puisque ça contraste plus. Et ça change des petits points habituels. Le lendemain, on va s'occuper de découper les bords des frettes. Alors au niveau de la découpe, il y a une petite chose, c'est si vous mettez les frettes normales, c'est-à-dire traversantes, en fait, quand vous découpez comme ça. Parce que si vous découpez comme ça, vous allez induire un stress sur la languette et ça risque de légèrement ressoulever. Par contre, si c'est des frettes traversantes, comme c'est là, il n'y a plus la petite languette. Donc en fait, on va couper en tenant à la tenaille verticalement. Et on va appuyer un peu vers le bas en coupant, de manière à ne pas risquer de soulever les deux bords de la frette. Ensuite, avec cet outil-là, qui est une lime des deux côtés et qui a été rectifié ici, on va passer le long pour donner un angle
au bord des frettes, pour que ce soit pas agressif pour les doigts du guitariste. Alors, le truc aussi, c'est, tout ce que je vous montre jusqu'à présent, c'est pour essayer de garder le plus de matière possible sur les frettes, en gros. Et donc, si jamais je pousse en forçant contre le manche, je risque de déraper et de faire une rayure, ce qu'il faudra rectifier après, et on perdra de la matière. Donc en fait, l'idée, c'est de vraiment laisser faire la lime, c'est-à-dire de ne pas forcer contre le manche. On peut maintenant monter les petites roulettes au bout des truss rods. Alors avec ce type de construction, il faut tenir compte d'une chose quand on mesure, c'est que ici à ici, ça doit être parfaitement plat, et c'est normal qu'ici il y ait un petit gap, hein, puisque on a fait exprès de donner une pente à la touche. Celui-là mérite un pouillème. C'est plus pour le bloquer qu'autre chose. Un petit peu trop même. Il était quasiment nickel dès le départ, celui-là. Pour la suite des opérations, on va pouvoir aller se mettre au chaud. On a nos deux manches qui sont droits avec les truss rods serrés comme il faut. Il nous faudra du ruban pour protéger la touche. Évidemment, vu qu'on a deux types de frettes différents, pas question d'utiliser une cale à poncer quelconque qui finalement gâcherait tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc on va travailler au fret kisser, mais vous l'avez déjà vu, c'est un petit peu ce que j'utilise maintenant tout le temps. S'il y a besoin de rectifier, le Z-File de chez Stumac, et ça vient de chez Summit. C'est une tire-point où sur un des côtés ça a été rectifié et qui n'a donc que deux côtés qui liment et qui c'est très pratique pour faire le bord des frettes. Et enfin, abrasif et micro-mèche pour faire briller les frettes. Voilà, on est parti. Voilà, les touches sont emmaillotées. Alors il existe dans le commerce des petits dispos qu'on met juste pour travailler les frettes et pour économiser les quelques minutes qu'on passe à protéger la touche. Mais en particulier quand il s'agit de bois clair, et là c'est de l'érable, ça vaut le coup vraiment de perdre ces 5 minutes et même de protéger les bords parce que la limaille de fer va avoir une fâcheuse tendance à s'incruster. Alors comme je l'ai dit, on va utiliser le fret kisser pour faire la planéité. Je vous rappelle le mode de fonctionnement du fret kisser, c'est on le pose et on fait des mouvements de va-et-vient comme ça. Et tant que ça accroche pas, c'est qu'on est bon. Vous voyez là, ça accroche un petit peu, mais vraiment pas beaucoup, sur le bord de la frette. .
pour savoir où est-ce qu'on aura à intervenir. Là c'est bon. Ben, on met un petit coup de stylo, de feutre ou de stabilo. Le fret kisseur est tellement bien usiné qu'il y a des fois où on sent que ça accroche un petit peu, mais on a même du mal à vraiment distinguer ce qu'il a enlevé, quoi. Là, je sais qu'il a enlevé un petit quelque chose, mais alors franchement, je ne sais même pas si ça vaudra le coup de rectifier après, parce que c'est vraiment ridicule, quoi. Mais ça, c'est parce qu'il est super bien rectifié. Vous avez vu, il est costaud. C'est vraiment un super outil. Alors évidemment, là, on a un rock. Et c'est un petit peu normal, puisque on passe d'une 1,5 à une 1,3. Donc on a un rock et c'est normal. Et là, on ne peut pas y faire grand-chose. Il faut passer tout de suite à la suite. Là, on est bon. Là, on est bon. Donc, si on récapitule, sur celui-là, il y a globalement 4 frettes qu'il va falloir légèrement réarrondir. Enfin, 3, celle-là, c'est vraiment histoire de dire. Et puis, 1, 2, 3 et 4 petits endroits, mais vraiment, à nouveau, très très légers. Et donc, bah, c'est clair, hein, le temps qu'on passe à l'insertion des frettes, à la presse, c'est du temps qu'on récupère derrière au niveau de tout le travail de planéité, puisque on va juste repasser sur ces 8 endroits en fait, puisque c'est même pas des frettes complètes, ce qui est quand même pas mal. Évidemment, on a besoin de réarrondir que ceux qui ont une petite marque rouge. Et puis à chaque fois, je remets une petite marque pour le ponçage. Juste un petit point comme ça. Comme ça, on ne poncera que ceux qui ont un petit point rouge, au 120 jusqu'à 800, et on réservera les micro-mèches pour vraiment faire briller l'ensemble. Quand j'ai commencé à fabriquer des guitares il y a 4 ans, je faisais comme tout le monde, c'est-à-dire pas tarauder, Dremel avec un... jusqu'à ce que je découvre les micro-mèches. Donc ça se présente en petit pad, on dirait que c'est fait pour. Et ça va de 1500 à 12 000. Et à 12 000, je peux vous dire qu'on a quelque chose d'absolument nickel. Il faut les mettre dans l'ordre, bien sûr. 2004, 3002, 3006, 4000, 6000, 8000 et 12 000. C'est parti.
À nouveau, il n'y a pas besoin d'y passer des heures, hein, c'est pour enlever les rayures en fait. Et là, je peux vous dire qu'on a un miroir. Et on finit les touches à l'eau diesel. Et comme d'hab, dans 45 minutes, chiffon et huile de coude. Voilà, on a deux manches qui commencent à ressembler à quelque chose. On va pouvoir passer à la suite des opérations dès la semaine prochaine. En attendant, faut évidemment penser à cette fameuse histoire d'abonnement, surtout qu'on est en début d'année. D'ailleurs, à ce sujet, je vous présente mes meilleurs vœux, j'ai complètement oublié. Et on va faire plein de choses encore cette année sur la chaîne. Si vous êtes abonné, bien sûr, hein, c'est toujours le même principe.